Cette semaine, on reçoit André Bisson, le quadraplégique le plus libre en ville. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode hors série. J'ai le bonheur aujourd'hui de m'entretenir avec André Bisson. Et c'est un entretien qui va durer toute l'émission, toute la prochaine heure. André Bisson, né à Charny en 1958, époux d'Élisabeth depuis 40 ans, père de 4 enfants, grand-père de 24, bientôt 25 petits-enfants. On se connaît déjà depuis quelques années, je ne sais pas combien d'années, une vingtaine peut-être. Ça fait trop longtemps. Ça. Trop longtemps. Ouais. J'avais des cheveux à l'époque, toi un peu plus peut-être aussi. Hein? Ah, on avait tous les deux des cheveux, oui. Alors j'avais envie que notre discussion d'aujourd'hui, André, tourne autour du thème de la liberté. Je ne sais pas si c'est un programme qui te convient. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. Bon, parce que pour ceux qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas, tu es dans un fauteuil roulant depuis déjà une bonne trentaine d'années. On reviendra à l'événement qui s'est produit. Mais pour bien comprendre la portée de cet événement-là dans ta vie que basculé, que tout fait basculer, c'est quand même important de faire un pas de recul et de regarder, j'oserais dire, d'où le Seigneur t'a tiré, là, ou d'où toute cette histoire-là partait. Je lance la première question, André. Où étais-tu? Écoute, moi, j'ai une jeunesse qui ressemble à celle de d'autres jeunes, dans le fond. Sauf que chez nous, dans la maison, il y avait beaucoup de discorde, je dirais, entre mes parents. Il y avait beaucoup de tensions, tout le temps de la tension. Guerre chaude, guerre froide, là, ça brassait des fois. Et pour éviter ça, pour me retirer de ça, de temps en temps, l'endroit où j'ai trouvé, c'est sur le bord du fleuve, tranquille, dans la nature. Hein. Et bon, ça a l'air de rien comme ça, mais presque à toutes les fois que je m'éloignais comme ça, puis que je m'en allais sur le bord du fleuve, je découvrais un petit peu plus, tu sais, on dirait la création, mais la beauté de la création, la diversité, tout ça. Puis ça me plaisait de plus en plus, ça m'attirait de plus en plus, là. Tes parents étaient-tu toujours à Charny à ce moment-là? Non, à ce moment-là, écoute, j'avais 2 ans, ils sont déménagés à Sainte-Foy. OK. Sainte-Foy, à ce moment-là, c'était... c'est un grand champ avec des vaches. Ouais, c'est ça. C'est un grand champ avec des vaches. Quasiment. Il y avait du bois partout, mais c'était des nouvelles rues en gravelle partout, des nouvelles maisons, des bungalows, tu sais. Ouais. C'était la nouvelle petite bourgeoisie, on peut dire, de Québec, là. Et puis, fait qu'on s'est installé là. Ce qui était intéressant, c'est que c'était plein de jeunes, des nouvelles familles, plein. À Sainte-Foy, il y avait du monde au coton. Qu'est-ce qui est intéressant de dire de ma jeunesse, peut-être, pour vous, c'est que... c'est ça, mes parents étaient... Je connais beaucoup. En même temps, ils étaient croyants. Mais il y a des bouts... Mes parents, c'est deux orphelins qui ont été adoptés chacun de leur côté, évidemment. C'est 2 orphelins. Alors, quand ils se sont mariés, mon impression, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes l'un envers l'autre. Tu sais. Attentes affectives, c'est des choses qui ont manqué dans leur jeunesse. Ce qui n'était pas capable de se donner l'un l'autre du tout. Alors, il y avait de grosses attentes déçues, de grosses insatisfactions, donc des bonnes chicanes. Mon père partait des fois, on ne savait pas trop combien il partait de temps. Il partait 2-3 semaines. On savait où il allait. Il partait... on avait un petit chalet, une petite maison en campagne à Saint-Édouard. Lui, il allait là. Puis il passait le temps qu'il avait besoin d'aller là. Laisser la poussière retomber. Je pense que c'était une fuite nécessaire, là. Et ma mère, elle, a cheminé dans la foi, peut-être plus. Elle allait à des retraites, elle allait rencontrer des gens avec qui elle pouvait prier un peu. Puis une chose qui m'a frappé beaucoup de ma jeunesse, c'est particulièrement de ma mère, là, de voir qu'à toutes les fois qu'elle revenait à la maison, là, elle était toujours prête à recommencer. Toujours prête à pardonner, à demander pardon, puis à repartir.
Ah, j'ai vu ça. Ça aurait pu avoir l'effet inverse, la foi de tes parents. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait des tensions et qu'ils avaient une vie spirituelle ou une vie de foi, tu aurais pu faire l'équation, une autre équation. C'est-à-dire, moi, ça marche pas, m'intéresse hein? pas. Ça marche pas. Ouais, la foi, les fruits que ça donne sont pas si beaux. C'est ça. Mais pour moi, c'était clair que s'il n'y avait pas eu ce cheminement-là de foi, ils auraient pu être ensemble. Mm-hmm. Alors, je voyais que ça préservait quand même un mariage. C'était pas l'unanimité des enfants qui croyaient que c'était une bonne chose. Moi, je me souviens, j'ai un de mes frères qui disait il faut se mettre de se séparer, c'est quand t'as chicané comme ça. Là. Mm. Mais si vous aviez vu la fin de vie de mes parents, là, toute beauté. Raconte-nous. Toute beauté. Écoute, parce qu'ils sont chicanés tellement toute leur vie qu'à la fin, de voir mon père là, qui avait plus besoin de s'éloigner tout le temps, de s'en aller puis qui servait ma mère, qui était plus faible que lui, etc., là, puis qui était content d'être ensemble, de se parler, qui avait plus les attentes qu'il y avait l'un envers l'autre, là, c'était magnifique. Tu sais. Alors, leur fait de vie a été vraiment magnifique. Là. Ça valait la peine qu'ils restent ensemble. Tu sais. Vraiment. C'était un témoignage. Là. Ah ouais. Ça vient donner du sens à tout le reste. Là. Alors, André, quand ça brassait, toi, t'allais sur le bord du fleuve, t'allais dans la nature. Et très jeune, t'as compris qu'il y avait une beauté, il y avait un ordre dans la nature. Ça a creusé quelque chose en toi. Ça me fascinait. Vraiment, ça me fascinait. Ça m'attirait de plus en plus. Je me suis fait des amis qui aimaient aller dans le bois aussi. On allait voir les oiseaux partout. On était, en tout cas, j'étais un peu maniaque, là. Mais, c'est ça. Dans ma jeunesse, écoute, j'ai fait beaucoup de canaux. Justement pour ça, pour pouvoir aller dans des endroits le plus sauvages possible, m'éloigner, tu sais. J'aimais beaucoup ça, évidemment. J'ai fait de la photographie, j'ai fait beaucoup de sport aussi. J'ai fait de la guitare. Moi, j'ai l'impression qu'à l'adolescence, je découvrais le monde, puis je capotais. Je voulais tout faire un peu, là. Je voulais voyager, tu sais, voyager un peu, là. T'allais en Haïti, tout ça. En fait, j'ai une jeunesse vraiment, je dirais, comblante, là. C'est fou, mais je sais pas pourquoi. Parce que tous mes copains de classe, tout le monde que j'ai connu à l'école, ça allait pas à l'église, là. Tu sais, personne qui allait. Moi, j'y allais, puis ben, je sais pourquoi. J'ai toujours été attiré par deux moments. Parce que c'est vrai qu'il y a des homélies qui étaient plates, on verra, là, qui étaient vraiment dolles, qui étaient un peu endormants, mais j'aimais y aller pour le moment de l'Eucharistie, pour le moment de la communion, et pour entendre l'Évangile. Quand j'entendais l'Évangile, ça m'apparaissait une parole qui n'était pas une parole d'homme, qui était une parole qui venait d'ailleurs. Hein. Puis ça me touchait. Là. Même rendu adolescent, jeune adulte, ça se poursuivait. Oui, j'ai jamais... à un moment donné, je suis allé étudier à Saint-Félicien, là, puis on était dans le bois, là, on était dans le parc des Chibougamau, puis j'aimais ça revenir la fin de semaine pour pouvoir... pour pouvoir entendre ça, tu sais, à la messe. Hein. Fait que... En quoi tu as fait tes études? J'ai fait mes études en aménagement de la faune. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'agriculture biologique. Tu avais un plan. Hein? Oui. Puis d'ailleurs, j'ai fait des stages, là, tu sais, plus jeunes, sur des fermes biologiques, là, puis dans des petites communes, là, etc. Ouais. Puis j'étais dans le mouvement de l'agriculture biologique du Québec tout jeune, là. Un précurseur, quasiment. Là. Hein? T'es un précurseur, quasiment. J'étais probablement le plus jeune de la gang, là, quand j'étais là. Mais comme il n'y avait pas de cours d'agriculture bio, il y avait juste des cours d'agriculture industrielle, conventionnelle, comme on connaît, ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai choisi l'aménagement de la faune, qui était quelque chose un peu proche, là, en sachant qu'un jour, je reste une terre. Hein? Fait que j'ai travaillé quand même une couple d'années après avoir étudié en aménagement de la faune, dans le nord du Québec, dans la baie d'Ungava. J'étais technicien, j'ai vu des choses incroyables. Là. Ça l'a augmenté disons, l'émerveillement que j'avais déjà de cette création-là, qui est magnifique. Là. Les mouches sont pas venues à bout de ton émerveillement? Écoute, le Nord, c'est magnifique, là, mais il y a les mouches. Oui, il y a les mouches. Il y a toutes les catégories, tout ensemble, tous les gabarits, puis toutes les sortes de piqûres. Mais malgré ça, une beauté infinie. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais. Le silence, entre autres, du Nord, là. Tu sais, ici, dans le Sud, là, quand il vente, moindrement, on entend les feuilles, les arbres craquent un petit peu.
il y a plus d'animaux qui se promènent. Mais là-bas, il n'y a pas d'arbres, puis l'eau aussi. Il n'y a pas d'arbres, fait que le silence est un silence impeccable. Là. Puis l'eau aussi, là, il n'y a pas de sédiments dans l'eau parce qu'il n'y a pas de terre ou à peu près pas dans le nord. Fait que tu regardes dans l'eau, tu vois profond, tu vois les poissons à 20-30 pieds des fois, là, c'est impressionnant. Non, on a vu des hordes de caribous traverser les rivières avec les loups qui suivent en arrière, là, pour manger les plus faibles. Là, ouais, non, c'est vrai, j'ai fait vraiment des beaux périples. Là. Et vient un moment où tu prends racine, André Bisson, tu t'installes sur une terre. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai connu Elisabeth. Ah oui, d'abord. J'ai connu Elisabeth avant, OK. à l'Arche. On s'est connus à l'Arche de Jean Vanier. J'avais entendu parler de l'Arche par quelqu'un qui était, en même temps que moi, à Madonna House, en Ontario, qui est une communauté de vie, en tout cas. Qui est une ferme aussi, d'ailleurs. Hein? Il y a une ferme là aussi, d'ailleurs. Oui, il y a une ferme là-bas, puis ça m'intéressait d'être là. J'ai passé des bons bouts de temps là-bas quand j'étais jeune aussi. Puis là, j'ai entendu parler de l'Arche. D'ailleurs, j'ai donné un livre de retour à quelqu'un qui travaillait à l'Arche, qui m'a invité à aller faire un tour. Alors, on m'a dit, je vais faire un tour. Quand il y a la porte, Elisabeth répond. Alors, Elisabeth, je regarde par là parce qu'elle est là. Et coup de foudre, des deux bords. C'était vraiment impressionnant. Puis, c'est ça. Je suis revenu à la maison parce que mon plan, c'était pas de vivre à l'Arche non plus. Un peu plus tard, Elisabeth est revenue avec une autre pour me demander si je voulais pas passer un petit bout de temps à l'Arche. Alors, comme j'avais un peu de temps, je suis allé. Je suis allé vivre là. On vivait dans la même maison de l'Arche, dans le même foyer. Fait qu'on s'est connus beaucoup. Puis on a décidé de se marier, etc. Ah, c'est ça. C'était un peu en même temps. Le mariage, puis la terre, parce qu'on a acheté une terre à Saint-Raymond de Port-Neuf. C'est venu un petit peu en même temps, si on peut dire. Hein. Au nord-ouest de la ville de Québec, là, environ. Saint-Raymond de Port-Neuf, un petit peu au nord-ouest. Ouais. C'est ça. On a acheté une terre là-bas. Sur la terre, il n'y avait pas grand-chose. Alors, on a pris une grange qui était démontée. On l'a remontée chez nous. On a bâti une serre. Après ça, j'ai bâti la maison. On a creusé le puits. En tout cas, tout était à faire pas mal. Là. Et, mais j'aimais ça au bout. Là, à bras, presque tout. Hein? Pas mal tout à bras. Ouais, on a fini par avoir un tracteur. Là. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à bras. On s'est mis à avoir des abeilles, des chèvres, des poules, etc. Puis on a eu... qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un grand jardin, des grands jardins, pour pouvoir commencer à vendre des légumes biologiques. Là. L'idée, c'était d'être presque autarcique, là, d'avoir un niveau d'autonomie le plus élevé possible. C'est ça. Et alors, on ne dépensait pas tellement à part le voyagement. Il faut dire qu'avant ça, moi, j'avais connu quelque chose qui s'appelle le chemin néocatéchuménal, qui est un cheminement en petite communauté pour découvrir un peu notre baptême, découvrir un peu qu'est-ce que c'est être chrétien dans la vraie vie. Là. Et puis Elisabeth était... Avant d'acheter la terre, tu avais déjà fait connaissance avec cette communauté-là. Oui, c'est ça. Puis Elisabeth aussi, mais un peu plus tard que moi. Et donc, on était sur une terre à Saint-Raymond, mais on voyageait au moins une fois par semaine pour la communauté. Là, souvent 2 fois par semaine pour aller faire un tour. C'était votre principale dépense, là, c'est brûler du gaz pour aller en ville. C'était notre sortie de la semaine, souvent. Là, ah ouais? c'est drôle, parce que on était ensemble à journée longue, là-bas. Là, c'est une petite terre, une petite maison. Là, une petite maison de bois rond. Puis, des fois, on n'avait pas grand-chose à se dire en allant. Mais en revenant, là, c'était drôle, parce qu'on jasait tout le long. Ah ouais. Hein, pour dire que la parole venait nous faire un effet, venait nous encourager ou nous... réchauffer le cœur. Nous révéler quelque chose, c'est ça, nous éclairer un peu sur ce qui se passait chez nous, dans la maison. Tu dis la parole parce que vous alliez à cette communauté-là pour entendre la parole de Dieu, pour partager sur la parole de Dieu. C'était autour de... C'était un peu ça le fonctionnement. Oui, en fait, la communauté, quand on se réunit, il y a toujours un moment de partage. Mettons qu'on écoute la parole, c'est une célébration communautaire. On entend quelques paroles qui ont été préparées par quelques-uns de la communauté. Et puis ensuite, on partage sur comment elle nous éclaire, comment elle nous réconforte, comment elle nous dérange aussi. Des fois, il faut se faire déranger. Hein. Des fois, comment elle nous encourage, comment elle nous confirme, des fois, dans ce qu'on fait aussi, etc.
comment on se reconnaît dans cette parole-là. Dans les personnages, là, moi, je me reconnaissais partout, dans toutes les paroles, ou à peu près, là. En tout cas. Fait que, non, c'est important pour nous de venir. Donc, il y avait à la fois, c'est presque paradoxal, il y avait ce désir d'autonomie-là, Ouais. mais il y avait aussi, vous étiez rattaché à un groupe, à une communauté, Ouais. au niveau de votre foi, où Ouais. vous viviez pas votre foi de manière isolée ou complètement Non. seul là, sur votre petit lopin de terre. Non. Mais pour tout le reste de votre vie, il y avait un projet Ouais. d'une vie autonome le Ouais. plus possible. Oui. Puis je dois dire que s'il n'y avait pas eu ce cheminement-là de foi, là, cette communauté-là, on serait probablement allé beaucoup plus loin. Là. On serait isolé beaucoup plus. Ah oui? On serait éloigné de Québec beaucoup. C'est la petite communauté qui nous a gardé proche de Québec. Et Sinon, on serait allé en Gaspésie, ou en Abitibi, ou je ne sais pas trop où. On serait allé où il y avait une bonne terre pas chère. Là, ouais. Ouais. Et on va voir dans quelques instants à quel point ça a été providentiel, tout ça, dans la suite des choses. Ouais, vous aviez des enfants à ce moment-là, André et Elisabeth? On a eu nos enfants. On a eu nos enfants là-bas. C'est-à-dire qu'on s'est mariés en 1983. Ouais. En 84, Jérémie est né. On était déjà sur la terre, là, à ce moment-là, à Saint-Raymond. J'étais en train de bâtir la maison. Ça a pris une couple d'années quand même à bâtir, tout seul, ou à peu près tout seul tout le temps. C'était pas une grosse maison, mais c'était... Oui, alors c'est ça. On a eu le temps d'avoir 3 enfants avant 89, avant la date mémorable, où je me suis cassé le cou. Là, parce que, en fait, on était sur la terre, on vivait là, on était content de vivre là et tout. Tous les soirs, on allait, tous les soirs qu'il faisait beau l'été, on allait se baigner à la rivière. C'est tout près de la rivière Bois-du-Nord, pour ceux qui la connaissent. Mm-hmm. Puis pas loin de chez nous, il y avait une petite baie avec une plage, là, comme, où on allait se baigner souvent avec les enfants. Les enfants aimaient ça. Elisabeth est enceinte du 4e enfant. C'était un 19 août. L'eau commençait à être froide. Hein? 19 août. On s'est dit, c'est la dernière fois qu'on vient, elle est trop froide. Mais on se baigne un peu. Puis là, je voyais Elisabeth qui était dans l'eau, saucée peut-être jusqu'à la taille, mais elle trouvait l'eau frette. Les enfants s'étaient baignés, moi aussi. Mais là, je voyais Elisabeth dans l'eau, je me dis, bon, ben, je vais retourner une dernière fois. Je vais l'arroser un petit peu en passant. Je vais l'aider un peu, tu sais. Fait que là, je descends à la côte parce qu'il y avait une butte. À partir de l'auto, là, aller jusqu'à l'eau, il y avait une butte, OK. Alors, je descends la butte à la course, puis il y a une plage, je cours, puis là, je plonge à côté d'elle. J'avais plongé là des centaines de fois, là. Plongeon de surface. Oui, ouais. c'est ça. C'était pas un plongeon de haut du tout, là. Puis j'étais à l'aise, super à l'aise dans l'eau. Ah, ouais. Je plonge juste à côté d'elle, mais là, je me rends compte que je suis trop proche d'elle, tout arrive vite. Hein, là, je le raconte au ralenti. Ouais. Mais en plongeant, je me rends compte que je vais peut-être accrocher le ventre si je l'arrose avec mon bras gauche. Fait que là, je me retasse le bras pour l'éviter, mais j'ai pas le temps de l'allonger pour faire un plongeon de surface normal, tu sais. Alors, le bras, en le tassant, c'est comme s'il m'a freiné puis amené au fond de l'eau. J'arrivais avec la vitesse aussi, là, tu sais, fait que ça m'a vraiment entraîné au fond. Puis rendu au fond de l'eau, je me suis cogné la tête. Ça doit être du sable au fond de l'eau, là. Tu sais, en dessous de 2-3 pieds d'eau, c'est quand même dur. Mm-hmm. En me cognant la tête, ça l'a cassé la 5e vertèbre. Sur le coup, là, ça l'a fait une espèce de bruit, comme une petite ballonne qui dégonfle, tu sais. Puis, comme ça, là, pendant une dizaine de secondes, là. Puis là, il n'y avait plus rien qui bougeait. J'avais la tête, les bras par en bas, les jambes par en bas, tout était par en bas. J'étais là. conscient durant ce temps. J'étais en 2 eaux, là. Okay. Très conscient. Je savais que là, si Elisabeth ne se rendait pas compte que je n'étais plus capable de respirer là. Alors évidemment, je suis là. À te parler, ça veut dire qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle m'a sorti la tête de l'eau. Elle m'a entraîné sur le bord le plus possible. Là. Elle m'a laissé étendu là. Alors là, c'était... Ouais, ça, c'est le début de quelque chose de complètement nouveau. Là. C'est une nouvelle vie complètement parce que moi, mon corps, il était en forme. J'ai fait beaucoup de sport. Je sais pas, je t'ai dit tantôt, là, mais j'étais vraiment en super forme là, pour travailler. Puis j'aimais ça, travailler physiquement aussi. Là.
Pour construire Alors, ta maison, toi-même, oui, ça c'est prenait ça. un peu de tonus. Toutes les quand choses, même. j'aimais ça. Là, Alors, André, ce 19 août 1989, tu te cognes la tête dans le fond de l'eau. Elisabeth te sort. Je connais un peu l'histoire. Je sais que Jérémy va chercher des secours. Il y a 5 ans à peu près? Il arrive à 5 ans. Il arrive à 5 ans. Il doit y avoir un peu de panique aussi autour de ça, on peut l'imaginer. J'imagine que tu as été hospitalisé pendant longtemps après ça. Comment ça s'est passé? Oui. En fait, là, il y a eu un diagnostic qui a dû être posé aussi assez rapidement pour voir c'est quoi l'état des lieux. Oui, c'est ça. Évidemment, ils sont venus me chercher en ambulance. Écoute, juste un petit retour. Quand j'étais couché sur le bord de l'eau, là, c'était épouvantable. J'avais de la misère à parler. Là. J'avais l'impression d'être couché sur un lit de verre cassé, comprends-tu? Là. J'avais mal épouvantable. L'ambulance est venue, mais c'était long, tu sais. Alors, ils m'ont emmené à Saint-Raymond, ensuite à Québec tout de suite, parce qu'ils voyaient bien que ça prenait un hôpital un peu spécialisé. Ouais. Évidemment, à l'hôpital, dans les premiers temps, les premières journées, ils ne savaient pas si j'allais m'en sortir. Tu sais. Ah oui? Moi, Elisabeth ne me l'a pas dit, là, mais lui ont dit ça, là, que c'était pas sûr du tout que je pourrais survivre à ça. Alors finalement, j'ai Parce survécu. que c'était risqué que les nerfs qui s'occupent des organes vitaux soient affectés. On ne sait pas trop. C'est sûr, ça, je ne sais pas. OK. Mais bref, c'était très, très, très sérieux. Là. Oui, c'est fragile. Uh-huh. Il y en a qui meurent sur le coup, là, tu sens pas, parce qu'on sent le coup. Là. C'est ça, je me retrouve à l'hôpital avec des douleurs épouvantables. Là. J'étais tout le temps à la codéine, morphine, en tout cas, j'avais vraiment des douleurs. Pour replacer la vertèbre, ils m'ont mis une espèce de collier pas un collier cervical, une espèce d'anneau autour de la tête avec des vis, là, tu sais, ici dans le crâne un peu, là, avec une poulie derrière pour m'étirer la colonne un peu, là. OK. Avec un collier cervical, moi qui n'étais pas capable de toffer rien dans le cou, les collets roulés, là, quand je suis aux honneurs, je t'étirais ça, là, j'étais vraiment... Alors, j'avais un collier cervical, et puis, là, quand il me tournait, là, il se mettait à 3 ou à 4, là, puis là, 1, 2, 3, go, il me tournait en bloc, là, tu sais. Il fallait pas que le cou bouge du tout, là, ça pouvait empirer l'affaire. Ouais. Là, Parce qu'il fallait te bouger, il fallait te tourner pour éviter les plaies de lit, puis... C'est ça. Changer un peu de position. Ouais. C'est ça. Et ils m'ont dit très vite que je ne pourrais plus marcher, que la 5e vertèbre avait sectionné la moelle épinière en cassant, puis que la section était complète, là, qu'il n'y avait pas de revenez-y. Là. Ouais. Alors, je me souviens à ce moment-là un peu, il me semble que j'avais pas crié, mais j'avais pleuré, là, c'est sûr. Là, je voyais ce qui s'en venait. T'avais quel âge? C'est que j'avais 31 ans. Là. Ouais. Alors, à l'hôpital, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital avant d'être transféré au centre François Charon, l'IRDPQ aujourd'hui. Centre de réadaptation, ouais. Centre de réadaptation. Là, j'ai passé 10 mois et demi. Ça fait qu'en tout, j'ai passé 1 an, on peut dire, à l'hôpital. Là. J'avais des douleurs épouvantables. Ça fait qu'à l'IRDPQ, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Là. Les physiothérapeutes, tout ça. J'avais trop de douleurs, du côté gauche surtout. Là, c'était effrayant. C'était un moment vraiment, vraiment difficile. Par contre, j'avais beaucoup de visites. Je m'en rendais pas compte, là. Je pense que une chose dont j'ai pas parlé tantôt, là, c'est que j'avais de la misère, au fond, à croire à l'amour, moi, avant d'être paralysé. Peut-être à cause de l'histoire de mes parents, croire que je suis aimé vraiment comme je suis et tout ça. J'avais toujours l'impression qu'il faudrait que je sois quelqu'un d'autre, un peu autrement, tu sais. Socialement, j'avais un peu de problème aussi des fois à vivre socialement parce que j'avais des envies, tu sais, d'être comme l'autre, d'être drôle comme l'autre ou d'avoir des histoires à raconter comme l'autre, tout ça. Et pourtant, t'es un gars qui réussissait très bien, là. Dans toutes sortes d'affaires. À l'école, en sport, n'importe quoi, je réussissais bien. Là, ouais. Bien sûr. Mais c'était là quand même. Il y avait ce doute-là que tu étais pas si aimable. Il y avait comme une blessure, une fragilité de fond là, tu sais, qui faisait que je n'étais pas sûr que je t'ai aimé. Là, vraiment. Il fallait que je performe. Tu sais, des fois dans des retraites, des choses comme ça, où on était juste assis pendant une fin de semaine, des fois je sortais enragé parce que j'avais rien fait, donc je valais rien. Comprends-tu? Pour valoir quelque chose, il fallait que je performe, moi.
Fait que tu fasses des affaires. Fallait que je fasse des pirouettes un peu, tu sais. Puis j'impressionne un peu. Fait que quand je suis tombé paralysé, là, j'impressionnais plus grand monde. Des petites pirouettes, ben. Les pirouettes. Les Parce que pirouettes, c'est fini. Pour ceux qui ne nous voient pas, les jambes, Oui. c'est fini. Tu bouges un peu le haut du corps, mais c'est assez limité. Qu'est-ce que tu peux faire? Écoute. Comme pirouette. Ouais, c'est ça. Alors là, je peux bouger. Je peux bouger un peu les épaules, comme tu vois, tu sais. Ouais. Puis quand je pousse ma chaise roulante manuelle, d'ailleurs, c'est avec les épaules que je pousse, pas avec les bras vraiment. J'ai du biceps, c'est pour ça que je peux monter mon bras, mais j'ai pas de triceps. Tu le laisses tomber après. Je suis pas capable de l'allonger. Si je veux l'allonger, je le laisse tomber par gravité, tu vois. OK. Les mains bougent pas, les poignets à peine, là, il y a pas vraiment, là. Alors, j'ai un peu d'épaule, un peu de biceps, puis le haut de la tête, le cou, tout ça, ça va évidemment, là. Mais tout le reste, c'est paralysé jusqu'aux orteils. J'ai pas... Si quelqu'un me pince n'importe où, je sens rien. J'ai quand même des douleurs un peu du côté gauche. C'est comme ce qu'on appelle les douleurs fantômes, là, ce que les amputés ont. Ça peut être ça, ou bien non, il y a des petits liens encore qui sont là, faiblement, là, mais qui font que j'ai des douleurs. Là, ah ouais. C'est bizarre un peu, mais c'est comme ça. Mais en gros, je suis paralysé. À partir d'ici, là, jusqu'aux orteils, je sens plus rien. Là, quand j'embarque dans l'eau, là, je sens l'eau à partir d'ici. Là. Ah ouais, OK, ça c'est intéressant. Ouais. Donc, autant en surface qu'à l'intérieur de toi, c'est ça? C'est ça. Et donc, tu as besoin de quoi comme on fait une petite parenthèse, là, on reviendra à la suite de l'histoire. Tu as besoin de quoi comme soutien, comme aide dans les activités de la vie quotidienne? Je fais plus grand-chose. Ah ouais. C'est tout, là, tu sais. M'habiller, me laver, la toilette, changer de chaise ou de passer du lit à la chaise ou à l'inverse. M'installer à l'ordinateur, m'installer pour lire, m'installer pour manger. En fait, j'ai besoin d'aide, me brosser les dents, que ce soit uriner ou faire des selles, tout ça. J'ai besoin d'aide pour tout ça, là, tu sais. Tu peux pas tourner toi-même, c'est ça, dans un lit la nuit, non. Changer de position, donc ça prend quelqu'un à côté de toi. Ça prend quelqu'un à côté de moi, tu sais, pour me tourner, me mettre dans une bonne position. Puis au début, j'avais beaucoup de spasmes. Écoute, au début, là, je dirais que j'avais vraiment il y a deux choses qui me paralysaient. Il y avait l'inertie, là, le fait que j'étais mobile, mais il y avait aussi les douleurs. C'était épouvantable. Je me demandais si j'avais le choix de perdre un ou l'autre, là, les douleurs, la paralysie, je sais pas, j'aurais pas su quoi répondre, parce que c'est lié, là. On peut dire, c'est lié. Mettons qu'on les délie, là. C'était effrayant, les douleurs que j'avais. Vraiment. Que les médicaments ne pouvaient pas régler. J'ai essayé toutes sortes de choses. À un moment donné, ils m'ont donné de la morphine, c'est pour essayer, puis ça réglait pas. J'avais trop d'effets secondaires aussi, ça marchait pas. Ah. En tout cas, c'est ça. Fait que, revenons peut-être à ton année à l'IRDPQ, là, au centre de réadaptation. J'imagine, bon, là, il y a toute la réadaptation physique, mais j'aimerais savoir comment tu te sentais à l'intérieur. Il y a certainement eu toutes les phases là, du deuil, la révolte, la colère. Oui, puis je vais essayer de lier ça aussi à ce que je te disais tantôt, que avant d'être paralysé, j'avais cette espèce de faiblesse-là, de ne pas me savoir aimer, là. Et que là, quand je suis à l'hôpital, là, je vivais toutes sortes de choses. Là, écoute, les premières années, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de révolte, de rage même, je dirais. J'ai pensé à m'en mourir de rage avec des moments, là. C'était effrayant. Je me souviens d'avoir passé une nuit complète quand j'étais à l'hôpital, là. J'ai sacré toute la nuit, là, tu sais. Toute la nuit après. Pas en chuchotant, là. Non. Puis heureusement, le gars qui était à côté de moi dans le lit, c'était un gars qui était dans le coma. Mais je pense pas que je l'ai aidé à sortir du coma, tu sais, parce que c'était pas encourageant. Je vais le réveiller peut-être même. Lui, il m'encourageait pas, moi non plus, là, tu sais. Parce que j'ai failli le réveiller. Mais non, c'est ça. J'ai sacré toute la nuit assez que les infirmiers rentraient plus dans la chambre, là, et ils savaient pas quoi faire avec moi, là, tu sais. Mais j'ai passé des moments comme ça de rage. Des fois c'était je l'exprimais oralement, mais des fois, je me fermais. Des fois, je n'étais plus capable de parler. Là. Plus rien qui sortait. Là. Ça, alors, durant les 5 premières années, particulièrement, c'était ça, je dirais. Là, tu sais. T'avais-tu de la visite? Mais en même temps, comment? T'avais-tu de la visite? Épouvantable. J'avais de la visite, là. Écoute, ça m'a sauvé. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Non seulement il y avait un peu toute la famille, il y avait évidemment Elisabeth, c'est
Elisabeth était souvent là. Les enfants, c'était un cadeau quand ils venaient, mais en même temps, c'est dur. Tu sais, quand tes enfants sont petits, tu peux plus lui passer la main dans la tête. Tu as de la misère à lui parler, tu sais. Entre autres, il y avait Catherine, qui avait 1 an et demi, là, tu sais. C'est comme si elle me reconnaissait plus, tu sais. Ça, elle te voyait avec tout ton attirail. Ça aussi, là, tu sais. Dans la tête, puis... Ça, dans le début, il y avait ça aussi, là, mais même après, c'était comme... C'était difficile, là. Tu sais, on sait pas... En tout cas, on sait pas, on s'imagine que c'est dur, hein, quand un enfant nous réveille la nuit, là, puis qu'il faut se lever pour aller... Mais moi, une chose que j'ai réalisée quand je suis revenu à la maison, par exemple, c'est que ce qui est bien plus dur que ça, là, c'est quand l'enfant pleure puis t'es pas capable de te lever. Ça, c'est rough en mots, ça, tu sais. Ça venait me chercher, là. Vraiment, tu sais. Toutes sortes de petites choses comme ça. Mais en même temps, les enfants, pour continuer avec les enfants, c'est qu'ils m'ont aidé, sans trop s'en rendre compte, là, mais ils m'ont aidé beaucoup, tu sais, à sortir de mon nombril, là, tu sais, à penser à d'autres choses qu'à ma misère, qu'à ma difficulté, là, de toutes sortes. Tu sais, quand t'embarquais sur moi, papa, raconte-moi une histoire, ben non, je vais faire mes devoirs avec toi, tu sais, ou n'importe quoi, là, tu sais, n'importe quoi. Eux, ils t'aimaient inconditionnellement pour faire un lien avec ce que tu disais plus tôt. Ils t'aimaient pas parce que tu étais un père performant ou qui allait jouer au hockey avec eux. Ben non, hein. Il y a aussi, parlons peut-être un peu du rôle de ta communauté. Ce groupe de foi-là que tu avais avant l'accident, ne sont pas disparus après ça. Ça fait partie des gens qui te visitaient, qui te soutenaient pendant ça? Oui, c'est ça. Il y a du monde, un peu de Bethel. Il y a une communauté qui s'appelait Bethel, mais qui n'existe plus, là, qui venait aussi. Mais il y a de la communauté néo-catéchuménale, il y avait tout le temps du monde avec moi, tout le temps. Assez les infirmières disaient, écoute, t'as une grosse famille, toi, tu sais. Ben, c'est ça, c'est une forme de famille, tu sais. Ils venaient, puis il y en a des fois qui priaient avec moi, il y en a qui venaient juste pour jaser, mais tu sais, c'était un soutien impressionnant. Il y en a qui passaient quand j'étais à l'hôpital. Il y en a là, qui toute la nuit s'assoyaient sur une petite chaise droite à côté de moi, là, puis que le lendemain matin, ils allaient travailler, là. Alors, tout cet amour-là que j'ai reçu, là, je m'en rendais pas compte au début, là, mais c'était précieux, là. Ça descendait, c'est un peu comme, on dit, comme la pluie qui descend tranquillement, puis qui finit par abreuver une terre super sèche, là. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé, tu sais. C'est que je pouvais plus rendre à personne ce qu'il faisait. Alors, c'est un amour qui était gratuit, ce que je recevais. C'était gratis. Puis cet amour-là que j'ai reçu, des personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me visiter, ça m'a aidé à découvrir que l'amour de Dieu, c'est ça. C'est comme ça. C'est gratis. J'ai pas rien à payer. J'ai pas de pirouette à faire. J'ai pas à performer pour être aimé de Dieu. Parce que moi, quand j'étais jeune, puis que mes parents chicanaient, j'ai appris à être un bon gars. Il fallait pas mettre d'huile sur le feu, parce que c'était... augmenter le problème. Là. Ils ont déjà assez de problèmes entre eux. Tu ne peux pas en rajouter en étant un enfant malcommode. C'est ça. Alors ça, c'est un cadeau immense. Immense. Cette guérison-là, profonde, là, de me savoir aimer comme je suis. Des fois, j'allais à des parties. Des fois, j'étais bien dans des parties, mais d'autres fois, c'est avant la paralysie. Là. Des fois, j'étais tellement mal. Là. J'étais plus capable de parler, de faire rien. Et puis, maintenant, dans des fêtes, n'importe quoi, là, je suis à l'aise au coton. Pourtant, je peux pas aller danser, je peux pas aller voir le monde que je voudrais aller voir, je peux plus dire, mais je suis bien. Je suis bien comme je suis parce que il y a une guérison qui s'est faite véritablement là, au niveau de l'amour, au niveau du cœur. C'est comme si la paralysie extérieure a permis la guérison d'une paralysie plus importante et intérieure, je dirais. Je disais au début qu'on allait parler de la liberté. On n'a pas tant parlé, quoi qu'on a parlé de l'autonomie, qui est peut-être une fausse conception de la liberté. Là. Tu te sens plus libre maintenant qu'avant? Hey, avant, moi, j'étais un gars libre. Quand je voulais aller faire du canot, quand je voulais aller faire de la moto, là, je m'achetais une moto, puis j'y allais, puis c'était comme ça. Alors, je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais, mais c'est ça, c'est une conception un peu limitée, hein, de la liberté. Dans mon cas, en tout cas, c'est très limité de faire ce que je veux quand je veux. Écoute, la liberté, là, je vais te raconter une chose. Un jour, là, quelqu'un m'a demandé si je voulais aller avec lui à la prison d'Orsainville. Parce que lui, il visitait les prisonniers une fois toutes les 2 semaines. Il allait faire un tour là. Puis il m'a dit, toi, André, t'aurais de quoi à dire. Tu sais,
t'es aussi dans une prison, toi. Mm. Puis t'as quand même une espérance à ta vie, tout ça, là. Ton corps étant une forme Ouais, de prison. c'est ça. Puis je suis allé là avec lui, j'ai fini par dire oui. Puis quand je suis là, moi, j'aimais ça au bout, là. J'étais vraiment bien avec ces gars-là. C'est comme, tu sais, non, c'est ça. C'est dur à expliquer, mais j'étais vraiment bien. Et je dis ça pour dire que quand j'attendais l'autobus, j'attendais ce gars-là pour embarquer avec lui pour aller à la prison, j'écoutais Jean-Luc Mongrain, qui est un animateur, qui était en train d'interviewer un gars qui était dans la même situation que moi. Il était paralysé comme moi, même hauteur, même fracture. Il était avec sa femme, ses enfants à la maison. Ça faisait 2 ans qu'il était paralysé, je pense. Mais lui, il était tellement écœuré de la vie, là, qu'il avait fait son testament. Il commençait à arrêter de manger. Il témoignait, dans le fond, qu'il se laissait mourir. C'était bien avant l'aide médicale à mourir qu'on a aujourd'hui. Oui, c'était avant. On peut comprendre. C'était un peu le même état d'esprit. C'est ça. Mhm. C'est sûr que lui, il l'aurait demandé. Ouais. Il était complètement désespéré. Il était complètement désespéré, le gars, tu sais. Puis écoute, ce qu'il exprimait, là, je le comprenais à merveille. Je le comprenais parfaitement. Tu pouvais pas le juger. J'avais pas envie de juger ce gars-là, pas en tout le temps. Il était écœuré de demander de l'aide à tout le monde, tout le temps, pour tout, là, tu sais. Fait que je comprenais ça parfaitement, là. C'est cool, je me suis dit, hein? Mais c'est quoi la différence entre moi et lui? Lui, il témoigne qu'il se laisse mourir. Moi, je m'en vais à prison témoigner de ce qu'il me fait vivre, tu sais. Il y a quelque chose, là. Fait que tout de suite, la réponse est venue, dans le fond, tu sais. J'ai compris que... Je sais pas pourquoi, moi, plus que lui aussi, je comprends. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui est venu dans ma vie, dans mon enfer, dans ma rage, qui venait là-dedans, qui était capable de me sauver de ça, qui était capable de me sortir de ça, pour me donner la vie, me donner une nouvelle vie, pour guérir même, tu sais, quelque chose à l'intérieur qui m'empêchait d'être libre, d'être et si bien qu'aujourd'hui, là, écoute, je le dis, là, puis c'est vrai, là, je suis plus, non seulement je suis en vie, je suis content d'être en vie, mais je suis plus heureux profondément que je l'étais avant d'être paralysé. Puis avant d'être paralysé, je n'étais pas toujours malheureux. Là. C'est pas que j'étais un gars, tu sais, dépressif, pantoute, là. T'avais une belle vie, là. J'avais une belle vie quand même, tu sais. À part les moments où j'enviais les autres, là. Mais sinon, j'avais une belle vie. Puis, alors, aujourd'hui, je suis profondément, vraiment, vraiment plus heureux, tu sais. Ça fait à peu près 34 ans que cet événement-là, André. T'as pas dit ça, ce que tu viens de me dire là, tu l'as pas dit dès les premières années. J'imagine ça a pris combien de temps là, avant que tu en viennes à dire ma vie d'aujourd'hui, elle est non seulement belle, mais est encore plus belle qu'avant. Écoute, moi, c'est pour ça que je suis content de venir ici aujourd'hui. C'est pour cette raison-là, parce que c'est pour pouvoir dire que c'est ça, pendant peut-être une dizaine d'années, facile, là, peut-être une quinzaine d'années même, j'ai pas pu dire ça, là. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je peux dire ça, là, tu sais. Mais je suis surpris de le dire, tu comprends? Je suis surpris d'être comme ça parce que j'ai tellement vécu, j'ai tellement vu comment je suis pas un gars courageux, comment je suis pas un gars capable de dire, bon, ben là, je me retrousse les manches, puis, tu sais, je vais faire ma vie, puis je vais foncer, là, tu sais. Pas en tout, là. Je voulais pas vivre paralysé. Ça m'écœurait, tu comprends? Je pensais que le bonheur, c'était fini pour moi, là, les premières années. C'était fini. Parce que moi, je suis un gars manuel, je suis un gars qui aime ça faire. La guitare, c'est fini. La guitare, tout. Gosser le bois. Ben, écoute, tu sais, si j'avais été paraplégique, moitié du corps, ben, j'aurais fait des chaises en babiche, j'aurais fait de quoi, tu sais. Ouais. Mais là, la guitare, il n'y a plus rien, là, tu sais. Fait que, non, c'était, ouais. J'ai jamais voulu m'enlever la vie, là, mais il y a des moments où j'aurais accepté de mourir, je pense, dans les premières années, là. Tu parlais de Oh, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Ouais, je me souviens d'avoir dit à Dieu dans les premières années, il m'a dit, tu me laisses pas en vie plus que 2 ans comme ça, là, c'est pas possible. Là, ça fait 34 ans que je vis. Mais je suis surpris d'être heureux. T'sais. Le soir, là, j'arrive, des fois, je pense à ça, j'ai vécu une belle journée. Je suis comme surpris, tu sais, encore. Fait que c'est une belle surprise. Ah ouais, mais ça. Ah non, mais c'est évidemment, c'est aussi interpellant pour moi, pour bien des gens, j'imagine. Ouais. Est-ce que je fais ce bilan-là à la fin de ma journée en me disant hey, merci Seigneur, ça a été une belle journée aujourd'hui. Mais tu sais, quand j'entends parler d'euthanasie aujourd'hui, tout ça, là, je veux dire, ça m'intéresse pas.
Mais en même temps, je comprends pourquoi il y a des gens qui peuvent la demander. Là. Tu serais un Des bon gens candidat, là, selon ouais. les normes actuelles. Ouais. Tu sais, des gens qui vivent seuls ou qui souffrent seuls, qui n'ont pas beaucoup d'accompagnement. Moi, j'ai la famille, j'ai la communauté qui est proche beaucoup. Là, l'Église qui est proche de nous, qui nous aide de tellement de façons. Écoute, depuis il y a à peu près 10 ans, Elisabeth, elle a fait un gros burn-out. Puis là, c'était fini pour elle de passer les nuits avec moi, là. Plus capable. Pour te retourner, pour prendre soin de toi. Ouais, fait que là, je me retrouve-tu dans une institution quelque part, au CHSLD, ou bien je peux rester à la maison avec Elisabeth, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait que je peux rester, que je suis encore à la maison? C'est qu'il y a du monde de la communauté, des frères de la communauté, on les appelle comme ça, hein, des gens de notre communauté, mais de d'autres communautés, qui sont venus, puis qui ont leur cédule, qui viennent une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois quand je les appelle, qui viennent passer des nuits avec moi, qui me tournent la nuit, comprends-tu, puis qui m'aident des fois le matin à m'habiller, des choses comme ça aussi, là. Mais non, sans ça, là, je serais en institution quelque part, là, puis, on est-tu content d'être à la maison, de pouvoir recevoir les petits-enfants, les petits-enfants, etc., tu sais. Ah non, puis d'être avec Elisabeth tout le temps, tu sais, c'est un cadeau immense. Moi, je dirais que depuis la paralysie, là, je découvre la grandeur des petites choses, tu sais. Je pense que c'est ça qui se passe, tu sais. On découvre ça ensemble, Elisabeth et moi, là. Juste d'être ensemble, des fois de passer une petite veille ensemble, là, tu sais. Des choses quotidiennes qu'on oublie facilement, là. Ouais. Pour moi, ça prend de l'importance beaucoup, là, tu sais. C'est beaucoup important. Et on parlait de la liberté tantôt, je veux continuer là-dessus parce que... Ben oui. Parce que la liberté, c'est... Moi, je pense que c'est pas du tout une question de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est de savoir aimer profondément, c'est qui nous donne une liberté, hein, d'entrer dans les événements, de foncer un petit peu, tu sais, dans la vie. Des fois, je le dis comme ça, je me sens un peu comme la mer, tu sais. La mer, des fois, il peut y avoir une tempête en surface, ça peut être impétueux, ça peut brasser, là, en surface. Mon corps va pas bien. Je te dis pas que mon corps va bien aujourd'hui, là. C'est pas pour ça, là, que je suis heureux, tu sais. Mon corps va pas bien du tout, là. Tu sais, j'ai toujours des infections. Tu es hospitalisé de temps en temps quand même, là. Oui, souvent, tu sais. Facilement 3 fois par année, là. Puis c'est tough, là. Tu sais, quand toutes sortes de choses sont dures. J'ai encore des douleurs, j'ai des sueurs, j'ai la pression qui monte haut, qui descend, etc. Tu sais, j'ai toutes sortes de problèmes physiques, là. Mais, profondément, la mer est tranquille. Tu sais. Mais c'est comme ça que je me sens un peu. Tu sais. En haut, en profondeur, c'est tranquille, je suis en paix. Tu sais. Puis ces moments de paix-là, il y a un gars, c'est un prêtre qui m'a dit un jour, ces petits moments de paix-là que tu vis, là, tu vois, ils vont se rallonger, puis à un moment donné, ils vont se rebouter. Tu vas toujours être en paix. Puis c'est ça qui s'est passé. Hein. Aujourd'hui, là, j'ai plus... La rage, je connais plus ça. Là, la révolte, pratiquement plus. Là. Je me sens en paix tout le temps, tu sais, ou à peu près. Là. Il y a eu des moments où tu étais envieux. Tu voyais au début, d'autres pères de famille qui pouvaient prendre leurs enfants. Que oui. Tu sais, quand tu partais en vacances, par exemple, là, faire du camping, n'importe quoi, là. Ou que on laissait aller nos enfants avec d'autres parents, tu sais, pour qu'ils les amènent en vacances. Là. Ça, c'est sûr. T'étais pas là à ces moments-là. Des moments durs, là, non, c'est ça, j'étais pas là nécessairement. Ah non, il y a des moments... Écoute, des fois, je regardais un goéland voler, je disais, comment ça qu'il a le droit de voler, lui, puis que moi, je pas le droit de marcher, là, tu sais. T'étais envieux des goélands. J'enviais les goélands. J'enviais les gars qui faisaient laisser la chaîne aussi. J'entendais aussi la chaîne. Moi, j'aimais ça aller dans le bois, là, l'automne, faire le bois de chauffage, tout ça. J'amenais Jérémie avec moi, puis tout. Aïe, en tout cas, c'est ça. C'est tough, là. C'est vraiment tough, là, au début. C'est un paquet de détachements, tu sais. Je ne peux plus faire l'amour avec Elisabeth comme avant, tu sais. On ne peut plus avoir d'enfants. On était ouvert à en avoir d'autres enfants. Là, c'était fini, là. Ah, c'est toutes des choses, tu sais. Quand je te dis que je ne pouvais pas me lever la nuit pour les enfants. Ah, c'était... Non, il y a eu des moments vraiment, vraiment pénibles, mais tu sais... Mais ça finit par s'estomper, ces moments-là, c'est ça que tu dis. Oui. Les moments de paix sont devenus plus... Ils ont pris de la place. Ils ont pris le dessus. Oui. Écoute, avec la communauté, on vit des pèlerinages aussi. On a vécu un pèlerinage magnifique, là. Il t'embarquait dans le bateau avec... Il m'embarquait dans le canot. Dans le canot. Ouais. Disons qu'on allait en avion, puis...
c'est ça. Avec la communauté, on est allé en Italie, on est allé aussi en Israël, là. Mais c'était magnifique, ça. C'est des moments qui m'ont aidé beaucoup, là. Ah ouais. Puis en revenant, j'ai lu la vie de quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Catherine de Saint-Augustin. OK. C'est fou, hein? Je pensais jamais être rejoint par l'histoire de Catherine. La bienheureuse de Saint-Augustin. Marie-Catherine de Saint-Augustin, ici, là, à Québec. Là. Oui. J'ai lu ça, là. Qu'est-ce qui t'a marqué? Puis j'ai pleuré à plusieurs places là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de petits clins d'œil là-dedans. Là. Entre autres, il est arrivé à Québec un 19 août 1932. Okay? 1632. Voilà. Mais des petites choses comme ça, là. Mais sa vie, la grandeur de son âme, là, puis elle avait une mission particulière quand elle était dans le temps. C'était une hospitalière. Là. Oui. Mais de garder les démons de la communauté enfermés, là, en elle. Là. Elle n'était pas possédée des démons, mais elle les gardait enfermés. Elle prenait sur elle. Elle prenait sur elle pour pas qu'ils fassent de mal à un peu à l'autre. Puis moi, j'avais un petit démon qui me disait tout le temps, à quoi ça sert ta paralysie? Ça sert à rien, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fous de ta vie à cette heure? Tu sers à rien à la société, à personne, etc. Puis quand j'ai lu son histoire, là, pouf, ce petit démon-là, on dirait qu'il est parti. Il était plus là. J'avais plus cette espèce de petit démon-là de tannant, là, qui venait m'achaler tout le temps. Mettre en doute ma vie, là, la valeur de ma vie, tout ça. Là. Ouais, il y a ça. La liberté, je veux dire de quoi d'autre, puis je vais le dire avant d'oublier. Ah ouais, vas-y. Parce que au début de ma paralysie, là, mon corps qui bouge pas, c'était rien qu'une maudite prison, tu comprends? Un boulet. C'était juste un empêchement, un boulet. Puis, tranquillement, cette prison-là, ça devient un monastère, mon petit monastère. Ouais. C'est curieux, c'est le fun, hein? Ça devient comme l'endroit privilégié où je découvre l'amour de Dieu, où je découvre l'intimité avec le Seigneur. Tu sais. Quand j'étais jeune, à un moment donné, je me suis demandé même si je n'étais pas appelé à la vie monastique. Je me suis posé cette question-là un petit bout de temps. Là. J'étais attiré d'aller dans le monastère à gauche, à droite. C'était un contemplatif. Faire des tours, plus que d'autres choses. Là. Alors, le fait d'être paralysé, d'une certaine façon, ça me permet par moment de vivre ça plus sérieusement, plus profondément. Puis je découvre une liberté là-dedans que je pensais pas. Tu sais. Puis à chaque jour, je demande au Seigneur d'unir ma croix, mon épreuve, à la sienne. Puis ça donne un sens à toute ma vie. Là, j'ai remis ça dans les mains, parce que moi, je suis pas capable de porter cette croix-là. Mais unie à la sienne, tu sais, ça a un sens. Je découvre que ça a un sens, ma croix. Là. C'est pas juste de souffrir pour souffrir, puis souffrir pour... C'est pas que t'es un doloriste, là, André, qui aime ça avoir mal, puis ça, parce que on l'a évoqué tantôt, il y aurait eu des options là, d'en finir avec cette souffrance-là. C'est pas que tu prends plaisir, t'es pas sadomasochiste, là, en tout cas, parce que je sache. Là. Non. Non, je suis vraiment pas maso. Là. C'est pour ça que je suis surpris d'être heureux, tu comprends? Uh-huh. Je suis surpris parce que j'ai encore mal. C'est moins pire que dans les premiers temps, là. Mais j'ai encore des moments vraiment difficiles, tu sais. Non, je suis heureux parce que ma vie prend un sens. Et puis que, en demandant au Seigneur d'unir ma croix à la sienne, c'est comme si... c'est comme si ma vie prenait de la valeur. Je découvre la valeur de ma vie, tu sais. Il y a quelque chose que je ne mérite pas là-dedans, là, mais je me sens uni à un grand mystère, tu sais. Un grand mystère d'amour. Parce que j'ai peut-être plus mes jambes pour bouger puis mes bras pour travailler, mais j'ai encore un cœur, tu sais. Je peux encore être aimé, je peux encore aimer, là, tu sais. Puis de découvrir l'amour de Dieu, ça me donne aussi le désir d'aimer à mon tour, tu sais, de redonner un peu ce que je reçois, là, tu sais. Plus encore, là, sur ton corps qui n'est plus une prison, mais un monastère, ce corps-là, vulnérable, là, tu parlais de toutes les complications que tu as encore aujourd'hui, et pas menaçant pour personne, là, c'est-à-dire que pour tout le monde qui te visite ou qui entre en relation avec toi, on est devant quelqu'un qui
qui est très disposé à l'écoute, justement à échanger avec les autres. Est-ce que tu vois le rôle de ce corps-là affaibli dans tes relations avec les autres? Ou c'est plus ma perception de Ouais, peut-être que je me rends compte moins que toi, là. mais c'est sûr, écoute, oui. Tu sais, je vois souvent autour de toi, il y a souvent de la visite. Bon, Elisabeth et toi, vous êtes très accueillants à la maison. Il y a des pauvres qui vous visitent. Il y a quelque chose de particulier quand même là, autour de votre foyer. Il y a un gars, là, qui, avant que je sois paralysé, lui, il était alcoolique depuis des années. Là. Puis, quand je suis tombé paralysé, puis j'ai demandé de venir passer des nuits avec moi pour m'aider à me tourner, là, à un moment donné, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, André, avant que tu sois paralysé, là, t'étais pas accessible. Que lui, il se sentait faible du fait qu'il était alcoolique, tout ça. Ouais. Puis moi, il me voyait comme un gars fort, capable de tout faire. Puis aussi des autres autonomes, suffisants, etc. Là, une espèce de suffisance orgueilleuse là, qu'il fallait qu'il brise aussi. Là, être trop capable. Là. Et puis là, de me retrouver paralysé, là, il dit, là, je retrouve un gars qui est accessible. Alors, tu vois, le fait que je sois faible, le fait que je souffre, c'est vrai que ça me rend sensible à la souffrance de l'autre aussi. Ah oui. Même si c'est pas la même souffrance, je peux comprendre un peu mieux. Ah oui. Tu sais, on comprend jamais tout la souffrance de l'autre, mais au moins on peut être un peu plus compatissant, tu sais, devant la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a du monde qui vient chez nous. Il y a du monde qui appelle, tout ça. Et j'ai le temps aussi. Ah ouais. Hein? Je suis pas pressé, j'ai pas de job. Il y a une ligne d'écoute. Pas continuelle, là. Mais ouais. Ouais, c'est un service. Peut-être une dernière question, André. Il nous reste 3-4 minutes, peut-être. Là. Ta vie de grand-père, comment tu la vis avec ton épouse? Quelle consolation. Quelle belle consolation. Pensais-tu voir ça? Il y a 34 ans, là? Ah, tu sais, quand je suis tombé paralysé, là, puis je me disais, je vivrai pas longtemps, là. Je vivrai pas assez vieux, tu sais. Là, aujourd'hui, écoute, 24 petits-enfants, là, tu sais, puis... non, c'est de toute beauté, puis cet été, l'été passé, les petits-enfants nous ont fêté notre 40e anniversaire de mariage. Là. Ils étaient tous là, aussi notre fille d'Alberta et tout, là. C'était un moment merveilleux, là, un mémorial pour ma vie. Je vais m'en souvenir longtemps. C'est comme un moment d'amour, là, tous ces petits-enfants-là, autour, là, qui courent, puis qui sont en vie, là. Puis il n'y en a pas deux pareils, hein. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable, hein, quand on prend du temps, quand on les garde un peu, ben, on les découvre en même temps, là, ces petits-enfants-là, puis... non, c'est comme si, tu sais, avant ma paralysie, là, j'étais dans le bois beaucoup, j'étais sur une ferme, j'étais éloigné de ça. C'était facile avec les animaux, tout ça, là. J'avais peur un peu des humains, c'est pour ça aussi que j'étais bien loin. Ça me faisait peur, les relations. Comprends-tu? C'était compliqué pour moi, mais d'être paralysé, d'être obligé d'avoir des relations proches, là, tu sais, de proximité, de toutes les façons, là. Ben, ça fait que je découvre l'homme. J'ai l'impression de découvrir la grandeur, la beauté de l'humanité maintenant, t'sais. En chaque personne qui vient, que je rencontre, qui viennent pour les nuits. Quand Elisabeth, je n'ai pas parlé beaucoup, mais quand Elisabeth est tombée dans un gros burn-out, là, elle est obligée de recevoir du monde pour m'aider la nuit, là, tu sais, continuellement, ça me plaisait pas en tout, là. J'étais en maudit, des fois, je voyais le frère arriver ou la personne arriver, puis je voulais pas, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis content. Il arrive, je suis content. Pas parce que je suis content de ne pas coucher avec Elisabeth, là, tu sais. Ça n'a aucun rapport. Ah ouais. Mais c'est parce que ça t'oblige à entrer en relation avec quelqu'un. Ouais. Je comprends là, qu'au moment d'aller se coucher, des fois, on a juste envie de... c'est ça. Puis le lendemain, il y a une autre personne qui vient pour nous aider dans la journée, etc. Ouais. Ça fait que, ça bouge beaucoup. Il y a un inconfort là-dedans, là, quand même. Oui, c'est ça. Je suis plus tout seul dans le bois. Là. André Bisson. C'est ça. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé ajouter qu'on a... Aïe. Des fois, je me dis, là, je pense à la chenille, là, tu sais, aux chenilles, là, c'est tellement vulnérable, une chenille, hein. Mais quand ça rentre dans le cocon, là, c'est métamorphosé, ça devient
quelque chose de magnifique, là. Il y a des papillons qui sont magnifiques, on s'entend. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que Dieu réserve à l'homme, là, tu sais? Et moi aussi, dans ma paralysie, je suis brisé, tout ça. Je sais pas trop ce qui se passe, là, tu sais. Mais il y a quelque chose qui s'en vient aussi pour nous. On le sait qu'on est de passage sur la terre, là. La mer, qu'est-ce que Dieu nous réserve à l'homme, tu sais, de beauté, de grandeur, à travers, quand on rentre dans la souffrance comme ça, quand on rentre dans les choses qu'on comprend pas, quand on est dépassé par ce qui se passe, là, tu sais. Qu'est-ce qui nous attend de magnifique, là, derrière tout ça, là, tu sais. Je pense que c'est grand, là. C'est vrai que j'ai perdu la force de travailler, j'ai perdu la santé, j'ai perdu l'apparence aussi que j'avais, là. Mais tu sais, tout ça, là, la véritable beauté de quelqu'un, c'est pas que c'est un pétard ou pas, là. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, tu sais. Mère Teresa, c'était pas un pétard entre toi et moi, mais elle était belle. Elle était belle, tu sais. Ouais. Quel regard qu'elle avait, hein, tu sais. Alors, c'est ça, la beauté, c'est autre chose. La force, c'est autre chose. C'est la foi, la force, la véritable force. C'est la foi. C'est de savoir qu'il y a une roche en dessous de la maison, tu sais, qui tient à la maison. Quand tu le sais, tu n'es pas obligé d'y aller à tous les jours, de vérifier à tous les jours. Et là, la roche, tu sais, elle reste là. Ah, c'est ça, la foi, tu sais. C'est pareil avec la santé. J'ai pas une grosse santé, là. Je peux mourir facilement à la prochaine grippe, pneumonie, tout. Je suis parti. Mais il y a la vie éternelle, tu sais, qui m'attend. Et ça relativise tout. S'il n'y avait pas la vie éternelle, là, ça serait absurde. Je serais encore envieux de tout. Là, oui, c'est sûr. Ma vie, ce ne serait qu'une injustice, c'est épouvantable. Là. Mais tout ça, regarde, j'écoute ça grâce à Dieu. Là, puis qu'est-ce qu'on a à faire pour recevoir Dieu? On n'a pas grand-chose à faire. T'sais, si on veut griller, il faut juste qu'on sorte de la maison, qu'on y aille au soleil. C'est le soleil qui fait le job. Hein? Mais c'est pareil pour moi. T'sais, si je veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut juste que je sorte, que je me présente à lui. Puis c'est lui qui fait le job. Après ça, moi, je me laisse faire. T'sais. Je me laisse conduire. Je me laisse aimer. Je lui demande de me prendre par la main quand j'ai peur. Puis j'y vais avec lui. T'sais. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui fait le job. C'est lui qui réchauffe, qui éclaire, qui fait du bien. T'sais. C'est tout. Hein. André Bisson, merci infiniment pour ce témoignage. Ça fait plaisir, vraiment. Je suis content de le faire. Je te remercie d'ailleurs de m'inviter. Ça me donne l'occasion de raconter un peu quelque chose qui est impossible au départ. Là. Ouais. Tout plaisir était vraiment pour moi et j'en suis convaincu pour tous ceux qui auront entendu ce témoignage. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à Marie Laliberté, Marianne Martin à la technique. Pour ceux qui voudraient lire le témoignage d'André et de son épouse Elisabeth, vous pouvez soit consulter ce numéro là, qui est sur notre site web, leverbe.com. Il y a aussi l'article qui est en ligne. Ça s'appelle « Les handicaps transfigurés d'André et Elisabeth ». On retrouve ça sur leverbe.com aussi. Alors, merci d'avoir été avec nous et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.